suis ravie de commencer cette matinée et de partager avec vous ce sujet concernant l'intelligence artificielle et son apport en matière d'éducation thérapeutique chez les patients diabétiques. Alors, ça passe pas. Le diabète, c'est un fardeau mondial, on le sait. Les dernières données indiquent un taux toujours élevé de complications dégénératives. Et puis, concernant l'état d'équilibre du patient diabétique, encore une fois, presque la moitié de nos patients diabétiques type 1 et type 2 ne sont pas à la cible. Maintenant, la question qu'on peut se poser. Oui, alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées thérapeutiques, mais nous enregistrons toujours un taux élevé de complications et de déséquilibre. Et on veut comprendre pourquoi. Alors, le problème, est-ce que il nous concerne, nous les médecins? Est-ce qu'on a une part de responsabilité dans tout ça? Du moment où, du fois, on est concerné par l'inertie clinique. Est-ce que le problème concerne plutôt nos patients qui sont du fois dans la mauvaise observance thérapeutique, ou bien ça concerne les compétences d'autogestion d'une manière générale? Alors, on va parler d'inertie clinique des médecins. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inertie clinique, c'est fréquent. Ça concerne 50% des patients diabétiques de type 2. On ne veut pas le reconnaître, mais c'est la réalité. Alors, j'insiste sur le point que l'inertie clinique ne concerne pas seulement absence d'intensification de traitement. Le malade nécessite une intensification, je le fais pas, je suis dans l'inertie. Effectivement, je suis dans l'inertie dans cette situation, mais l'inertie concerne tous les volets de la prise en charge de la pathologie. Le volet éducatif, je dois faire une éducation, je fais pas bénéficier mon patient d'une éducation thérapeutique, je suis dans l'inertie clinique. Le dépistage des complications, etc. Après, les raisons derrière l'inertie s'expliquent tout simplement par le fait que la raison médicale ne se base pas sur seulement le volet analytique, nos connaissances et nos compétences. C'est important, mais ce n'est pas suffisant pour appliquer une recommandation et pour passer à l'action. Il y a un autre volet, un autre type de pensée qui intervient, c'est la pensée émotionnelle. Ce sont les biais cognitifs qui peuvent faire qu'un médecin n'applique pas les recommandations. Alors, maintenant, si on s'intéresse à la non-observance des patients. La non-observance des patients concerne aussi presque 46% des patients diabétiques de type 2. C'est-à-dire que la moitié presque des malades diabétiques de type 2 sont concernés par la mauvaise observance thérapeutique. Maintenant, c'est important de raisonner comment nous, les médecins, on regarde et on voit ça, notre perception par rapport à la mauvaise observance. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ce que je dois faire, j'ai intensifié, j'ai prescrit le traitement adéquat, j'ai expliqué au malade comment il doit prendre son traitement. Par la suite, le médicament n'adhère pas, le patient n'adhère pas et il ne prend pas son traitement. Comment je vois ça? Est-ce que je peux dire que c'est tout simplement, c'est un malade mauvais observant? Alors, ce qui est étonnant, c'est que les raisons qui expliquent la mauvaise observance sont exactement les mêmes raisons qui expliquent l'inertie clinique des médecins. C'est-à-dire que mon malade qui sait très bien ce qu'il doit faire et ce qu'il doit prendre comme médicament peut ne pas le faire tout simplement parce qu'il y a un autre mode de pensée. Ce sont les émotions, ce sont ses croyances. Peut-être qu'il est en déséquilibre émotionnel. Ceci dit que, avant de dire que ce patient, tout simplement, c'est un mauvais observant, j'ai fait ce que je dois faire, je ne peux rien faire pour lui, il faut tout simplement comprendre pourquoi il est dans la mauvaise observance. Comprendre où ça bloque. Ça concerne le côté connaissance, compétence, ou ça concerne l'autre côté, émotion, croyance, et ça, exactement, le rôle de l'éducation thérapeutique. Alors, on arrive à l'éducation thérapeutique. Là, je ne vais pas définir qu'est-ce que ça veut dire une éducation thérapeutique parce que on le maîtrise très bien. Et puis, je vais pas parler non plus des bénéfices.
de l'éducation thérapeutique. Ça, on le connaît. Tout le monde est d'accord. On n'a pas de doute par rapport à ça. Et on insiste et on le dit. C'est quelque chose, on en parle beaucoup. Et on dit toujours que c'est la pierre angulaire de la prise en charge de nos patients. Je souligne un seul point, c'est que éducation ne signifie pas seulement information. Je propose des messages informatifs, j'explique aux malades qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas la vraie éducation thérapeutique, c'est une partie, mais ce n'est pas suffisant pour rendre mon malade compétent, capable de gérer sa pathologie au quotidien. C'est en fait un véritable transfert de compétences du patient vers du médecin plutôt vers le patient. Alors, éducation thérapeutique, on en parle beaucoup et on est conscient et on est convaincu de l'intérêt. Mais où on est par rapport à l'éducation thérapeutique? Les dernières données indiquent qu'il y a une vraiment minorité des malades diabétiques qui ont accès à un programme d'éducation thérapeutique. Et puis, ces patients qui ont accès à ces programmes d'éducation thérapeutique ne participent pas forcément et s'absentent. Le taux d'absentéisme des patients est élevé. Alors, pourquoi très peu de malades ont accès à un programme d'éducation thérapeutique? J'ai beaucoup aimé cette étude marocaine réalisée par l'équipe d'endocrinologie de Meknès. Et ici, les professionnels de santé sont interrogés par rapport à cette question. Et les raisons qui sont avancées, c'est le manque de ressources éducatives et le manque de temps. Après, on peut avancer, on peut parler d'autres raisons derrière ça. C'est que la majorité des programmes d'éducation sont hospitaliers et puis il y a pas mal de malades qui sont suivis en ville. Et puis, il faut le dire, il faut oser le dire, il faut avouer que il y a aussi un manque de formation des professionnels en matière d'éducation thérapeutique. Pourquoi les malades s'absentent aussi aux ateliers d'éducation? Ici, dans cette revue, les patients, ils avancent deux types de causes. C'est soit un problème de temps. Ils ont un travail, et les enfants à la maison, des contraintes liées au déplacement, ou bien ils avancent un problème lié au contenu de ces ateliers éducatifs qui n'est pas toujours pertinent et adapté. Alors, maintenant, oui, avec toutes les avancées, on a toujours un taux élevé de déséquilibre, de complications. Lorsqu'on creuse, on trouve des lacunes éventuellement qui concernent surtout l'éducation thérapeutique, qui sont liées à un problème de temps, à un problème de ressources éducatives, absentéisme des patients. Maintenant, on s'interroge et on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle peut éventuellement apporter des solutions dans ce sens? Alors, j'aime commencer par définir ce qu'est l'intelligence artificielle, parce que aussi l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, et il y a beaucoup de termes qui tournent autour de ce concept. Pour faire très simple, l'intelligence artificielle, c'est tout simplement une machine qui va reproduire un comportement lié à l'humain. Ça peut être un raisonnement, ça peut être une prise de décision, ça peut être une planification. Il y a aussi le machine learning. C'est une méthode où on va donner beaucoup de données à une machine pour l'apprendre à détecter des modèles et à prendre une décision. Le deep learning, c'est une sous-partie du machine learning. La particularité, c'est que c'est comme une méthode qui va répliquer le fonctionnement des neurones dans notre cerveau. On va faire passer une information dans des couches de neurones, on va faire sortir une décision à partir des données qu'on a données en entrée. Et puis le dernier de la classe, c'est l'intelligence artificielle générative, qui est très à la mode aujourd'hui. C'est le ChatGPT, c'est beaucoup de modèles de langage. Alors ici, la particularité, c'est qu'ils sont capables de créer un nouveau contenu. Ça peut être un texte, ça peut être une vidéo, une image, à partir d'énormes bases de données.
Alors, on va passer maintenant à l'utilisation concrète de l'intelligence artificielle en éducation thérapeutique. Il y a 4 domaines d'utilisation. Il y a les chatbots ou les agents conversationnels qui sont capables de fournir des informations et de répondre aux questions patients 24 heures sur 24 heures. Il y a les plateformes intelligentes et les applications mobiles intelligentes, pas n'importe quelle application, qui sont capables d'analyser les données patients et de proposer une recommandation. Il y a les algorithmes qui sont surtout utilisés dans les calculs de dose d'insuline, la titration de l'insuline, calcul bolus, etc. Et puis, le dernier domaine, c'est la réalité virtuelle et avancée. C'est lorsqu'on va simuler un scénario réel. Ça permet un apprentissage très ludique et c'est très adapté pour les enfants. Alors, on commence par le premier domaine, les chatbots. Ici, un exemple. La maman qui pose la question. L'hémoglobine liquide de ma fille est élevée malgré des glycémies normales une bonne partie de la journée. Pourquoi? L'agent conversationnel répond. Il explique pourquoi. Il explique qu'est-ce qu'elle reflète l'hémoglobine glyquée. Et puis ici, il donne une proposition. Discutez un CGM ou une surveillance plus complète avec votre équipe. Et puis, il cite la source. C'est un modèle de chatbot ou agent conversationnel. Alors, ces chatbots, est-ce qu'ils sont efficaces comme outils thérapeutiques, plutôt éducatifs chez nos patients diabétiques de type 2? On va trouver le résultat de cette méta-analyse qui a examiné 22 études, pilotes et d'intervention. Et le résultat indique que, en matière de réduction d'hémoglobine glyquée, oui, c'est significatif, mais en matière de réduction pondérale, ce n'est pas significatif. Alors, l'efficacité de chatbot, il dépend essentiellement de la conception, qui doit être rigoureuse et qui doit être faite par nous, les professionnels de santé. Alors, le principe est simple, ça repose sur un prompt qui est le cœur de fonctionnement de ce chatbot, qui va cadrer le champ d'action. Ici, c'est un exemple. Si on veut, par exemple, un chatbot pour l'éducation thérapeutique des patients diabétiques de type 1, il faut donner les références, il faut élaborer des scénarios, le plus de scénarios, questions, réponses et consultations simulées possibles. Et puis, avant de valider un chatbot, il faut le faire passer un examen, lui poser des questions, lui donner des situations et puis évaluer et examiner la pertinence des réponses et la pertinence aussi des sources. Si les réponses sont pertinentes et les sources sont valides et fiables, le chatbot, il va réussir et on peut le valider. Alors, ici, 2 exemples des chatbots des expériences marocaines. Alors, notre programme Diabassistance, qui est présenté comme poster dans notre congrès. Alors, la particularité, c'est que notre chatbot, le patient, il peut poser la question de différentes manières, soit à l'écrit, soit à l'oral. Et puis, j'ai trouvé aussi l'expérience des services d'endocrinologie de Casablanca. Et le chatbot conçu s'appelle Karim et il est spécialement conçu pour aider les patients diabétiques de type 1. Après les chatbots, on parle un autre domaine d'utilisation de l'intelligence artificielle en éducation thérapeutique. Ce sont les plateformes intelligentes et les applications mobiles. Alors ici, l'idée, c'est quoi? C'est que l'application mobile intelligente, elle va utiliser les données patients, va configurer les données, l'âge, le type de diabète, le schéma thérapeutique, l'objectif glycémique, etc. Et puis, il va analyser les données patients, sa glycémie, son activité physique, son sommeil, l'alimentation, il y a des fonctions d'analyse photographique, etc. Et puis, il va proposer des recommandations concernant l'activité physique et concernant la nutrition. Alors, toujours la question d'efficacité. Ces plateformes intelligentes, est-ce qu'ils sont efficaces comme outils pédagogiques chez les patients diabétiques? De type 2 d'abord, c'est mentionné dans cet essai contrôlé randomisé. On a le groupe B
en bleu qui a utilisé la plateforme intelligente et c'est en noir qui a utilisé la plateforme en plus de l'accompagnement des professionnels, la réduction d'hémoglobine glyquée est beaucoup plus importante que le groupe A qui est sous-suivi par les professionnels de santé seuls. Alors maintenant, pour les patients diabétiques de type 1, la préoccupation majeure, c'est le comptage des glucides. Les applications intelligentes, il y a beaucoup qui sont conçues dans ce sens. L'idée, c'est que l'utilisateur, il va placer un article de référence, il va prendre 2 photos de 2 angles différents. L'application, il va détecter l'assiette. Il va aussi analyser les aliments qui figurent dans l'assiette. Et puis, la forme 3D va être constituée. Le volume va être calculé ainsi que la quantité des glucides. Alors, ce genre d'application, lorsqu'on parle de ces applications, on se pose toujours la question par rapport à la précision. Est-ce que c'est précis ou non? Alors, la précision de cette application a été comparée avec les diététiciens expérimentés et puis le résultat indique que c'est similaire et c'est pareil et il n'y a pas de différence significatif. Après, si vous êtes intéressé à ça, cette revue détaille toutes les applications utilisées en nutrition. Il analyse la qualité et surtout la précision de ces applications. Alors, pour finir avec les applications mobiles intelligentes, j'aime revenir sur un point qui est l'objectif de cette méta-analyse. C'est que les applications, il y en a beaucoup, mais très peu, ils sont basés sur des données scientifiques solides. Et il faut faire attention par rapport à ça. Il y a seulement 8% des applications qui reposent sur des données scientifiques solides. La qualité globale des applications, elle est jugée modérée. Et il faut faire attention aussi aux lacunes concernant la qualité de l'information. C'est pourquoi il faut être plus que exigeant avant de proposer ces applications. Le consensus ADA-OASD insiste sur ce point et puis insiste comme quoi les professionnels de santé doivent avoir des connaissances suffisantes en matière de ces applications mobiles utilisées dans la gestion du diabète. Alors, connaissances suffisantes concernant le fonctionnement, nous devons comprendre comment ça fonctionne et nous devons aussi regarder la validité scientifique de ces applications pour pouvoir orienter les malades dans leur choix et pour pouvoir aussi les guider dans la manière d'utilisation. Alors, on arrive aux algorithmes. C'est surtout utilisé dans la titration de l'insuline basale, calcul de dose d'insuline prandiale. Alors, tout ce qui concerne la titration de l'insuline basale, il y en a beaucoup d'applications. Je présente que les applications qui sont approuvées par la FDA. Le principe est simple. Le médecin, il va configurer la dose initiale de l'insuline qu'il a proposée. Il va aussi configurer l'objectif de la glycémie à jeun. Il va aussi préciser les principes de titration. Alors, le patient, il va que saisir sa glycémie à jeun chaque jour et l'algorithme va donner la proposition de la dose recommandée. Est-ce que c'est efficace, ces algorithmes de titration de l'insuline basale? La réponse c'est oui. C'est efficace en matière de la réduction dans cet essai contrôlé, randomisé par rapport au groupe témoin. Et puis, c'est sécuritaire aussi. Il n'y a pas de majoration de risque d'hypoglycémie dans le groupe d'intervention. Calculateur bolus. Je ne vais pas m'attarder parce que c'est l'objectif de la deuxième présentation qui concerne l'intelligence artificielle et insulinothérapie fonctionnelle, mais il y a des applications qui précisent, qui prennent à partir de l'analyse photographique des repas, ils peuvent donner la dose bolus recommandée. Il faut juste configurer le facteur de sensibilité, les ratios, les objectifs glycémiques. Alors, un autre domaine d'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la réalité virtuelle et augmentée. C'est un apprentissage qui est ludique. On a dit, c'est très adapté pour les enfants. J'aimerais présenter rapidement, mais juste un aperçu parce que c'est de notre projet SweetWhy, parce que ça a été présenté hier dans la session communication orale. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on veut permettre à l'enfant un apprentissage très amusant.
Il peut sauter, il peut courir, il peut lever des obstacles, il va répondre à des questions, il va valider un module, passer à un autre, et chaque module est en rapport avec une thématique particulière et des objectifs éducatifs qui sont bien précis. Alors, pour valider SuiteWhy, on a élaboré un protocole d'étude. Il s'agit d'un essai contrôlé, randomisé sur 6 mois chez 88 enfants et adolescents diabétiques de type 1. Le dernier modèle au domaine d'éducation thérapeutique et d'intelligence artificielle en matière d'éducation thérapeutique, c'est l'utilisation des robots éducatifs. C'est une très bonne opportunité parce que ça permet d'alléger le travail des professionnels de santé. Alors, ici, c'est une expérience en Arabie Saoudite qui ont utilisé ces robots éducatifs chez les enfants diabétiques de type 1. Ils ont comparé ça avec l'éducation thérapeutique conventionnelle et ils ont constaté que, en matière de connaissances, il y a une amélioration des scores de connaissances chez les enfants utilisateurs des robots par rapport à l'éducation conventionnelle. Et en matière de la réduction d'hémoglobine glyquée, les deux groupes sont concernés par la réduction, mais la réduction la plus importante est observée dans le groupe robot éducatif. Alors, je finis par avantage. Ouais, d'accord, je passe à juste préciser les limites parce qu'on a assez parlé des avantages. Alors, les limites, qui dit éducation, qui dit intelligence artificielle, dit par nature absence de relations humaines directes, dit aussi un risque de surcharge d'informations. On a beaucoup évoqué ce problème de validité technique. La question de dépendance technologique, c'est une question très profonde. On se pose la question, est-ce que lorsqu'on va utiliser à chaque fois ces applications mobiles pour prendre une décision et ces algorithmes pour prendre une décision, est-ce qu'on va continuer à, est-ce qu'on va pas fragiliser notre pouvoir de prendre la décision? Est-ce que, avec l'utilisation comme ça répétée de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne peut pas devenir moins intelligent? C'est une question que je pose. Et puis, l'inégalité d'accès numérique ou ce qu'on appelle la fracture numérique et qui dit intelligence artificielle dit aussi par nature un problème éthique lié à la confidentialité des données. Alors, je conclus pour dire que l'intelligence artificielle, c'est un complément de l'éducation humaine, mais il ne la remplace pas. Pourquoi il ne la remplace pas? Parce que nous, les humains, on s'intéresse à d'autres dimensions qui concernent notre patient. Qu'est-ce qu'il a, notre patient? Comment il vit? Quelles sont ses difficultés, ses contraintes? Il ne faut pas oublier que l'éducation, comme on a dit au début, il s'appuie sur 2 champs. Connaissance, croyance, connaissance, compétence et aussi émotion, croyance. Ce n'est pas seulement les connaissances. Et puis, nous, les cliniciens, nous devons avoir quand même une double expertise. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est pathologie, traitement, etc. Nous devons s'intéresser de la même manière à l'éducation thérapeutique, à la formation en éducation, à l'élaboration des programmes d'éducation thérapeutique. C'est comme ça qu'on peut combler ces lacunes d'éducation thérapeutique et on va pas trouver comme solution à chaque fois intelligence artificielle. Et je vous remercie pour votre attention.